Alors, bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Mon nom est Éric Lalonde, directeur client stratégique chez InMind Technologies. Aujourd'hui, nous allons parler de Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Supply Chain Management ou gestion de la chaîne d'approvisionnement. Même si la plupart d'entre vous nous connaissez, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter InMind. InMind a évolué ces dernières années pour accompagner la transformation numérique profonde qui touche tous les domaines et toutes les opérations et qui s'est bien sûr encore accélérée cette année. Gold Partner Microsoft, nous avons plus que jamais structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres pré-packagées qui nous permettent de vous offrir des solutions Microsoft adaptées à la réalité du marché d'aujourd'hui et de vous en offrir le plein contrôle. Nous avons également décidé de passer d'un écosystème partenarial unique à un écosystème plus large et diversifié qui accompagne d'ailleurs une mutation similaire chez Microsoft. C'est ce nouvel écosystème qui nous permet de vous offrir toute la transformation numérique et d'élargir notre offre ERP à toutes nouvelles innovations d'affaires, qu'il s'agisse d'intelligence de données, d'intelligence artificielle, d'infrastructure et de hybrid computing. Je vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations. Alors, comme je disais au début du webinaire, aujourd'hui, nous allons parler de deux applications d'affaires Dynamics 365, soit D365 Finance et D365 Supply Chain Management. D'année en année, Microsoft investit beaucoup dans ses produits de la famille Dynamics 365 pour y développer une foule de nouvelles fonctionnalités. Les modules Finance et Supply Chain Management n'y font pas exception. Ceux-ci évoluent continuellement pour vous apporter plus de valeur aux utilisateurs. C'est notre expert, Daniel Bénard, architecte de solutions senior chez InMind, qui vous fera découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles. Ce sont des fonctionnalités que probablement vous ne connaissez pas encore, mais qui, espérons, pourraient vous être utiles dans vos opérations de tous les jours. Voyons maintenant plus en détail ce que Daniel couvrira pour nous aujourd'hui. Il vous montrera les nouveautés touchant la gestion du crédit, Credit Management, et la gestion des actifs, Asset Management. S'il nous reste du temps, on ira voir aussi un peu l'espace de travail de clôture de période financière. Daniel a beaucoup de, par le bon terme anglais, beaucoup de stock à montrer. Alors, le troisième point est peut-être un petit peu optionnel à ce stade-ci. À la fin de la présentation, encore, s'il nous reste encore du temps, on va prendre quelques questions à ce sujet. N'hésitez pas en cours de webinaire de nous faire parvenir vos questions directement via l'application GoToMeeting en cliquant sur l'icône avec le point d'interrogation ou dans la section questions selon si vous êtes logué avec le web ou l'application GoToMeeting. Nous allons tenter d'y répondre au fur et à mesure que nous recevons vos questions. Si jamais nous n'avons pas le temps d'y répondre en direct, nous vous ferons parvenir les réponses à vos questions directement par courriel. Alors, sans plus tarder, je cède l'écran et la parole à mon collègue Daniel. Merci Eric. À une époque, les plus belles perles dans le monde, on les trouvait dans le golfe Persique. Puis une équipe de 30 à 40 plongeurs dans une semaine était capable de ramener à la surface jusqu'à 40 000 huîtres. Donc sur ces 40 000 huîtres, combien de perles est-ce qu'ils trouvaient? Une, deux, peut-être trois. Donc, je parle de ça parce que dans les dernières semaines, j'ai passé en revue, pas des milliers, mais probablement des centaines ou plus que 100 nouvelles fonctionnalités dans Dynamics 365 Finance puis Dynamics 365 Supply Chain. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous certains des perles que j'ai trouvées. Alors, la première, c'est la notion de gestion de crédit avancé. Puis, dans la gestion du crédit, on peut décomposer cette fonctionnalité-là en 4 éléments. Donc, le premier, c'est l'information du crédit client. Puis, ça, ce que ça fait, c'est ça l'ajoute plusieurs nouveaux champs, une vingtaine de nouveaux champs en relation avec la gestion du crédit à la fiche client. On va regarder concrètement les nouveaux champs. Alors,
Puis, on peut effectuer la navigation à partir des modules ou des espaces de travail. Donc, on va débuter avec les modules, puis l'autre fonctionnalité, on basculera vers les espaces de travail. Donc, à partir du module crédit et relance, on a la possibilité de visualiser nos clients. Puis, si on se positionne sur notre client Contoso Retail Los Angeles, alors dans la section crédit et relance, on a la possibilité de voir les nouveaux champs qui ont été ajoutés. On peut voir qu'on a une limite de crédit normale ou long terme d'un demi-million. Puis, on a également une limite de crédit temporaire qui est établie avec une date d'expiration. On visualise le détail de cette limite temporaire. On peut voir quelle est la date d'expiration. Puis, cette notion-là de crédit temporaire, c'est quelque chose qui peut être utile pour prendre en charge des situations à court terme sans nécessairement affecter la limite de crédit à long terme. On retourne dans la fiche client. On a également une section qui nous permet de gérer les assurances et garanties. Alors, dans ce cas-ci, ce client-ci a une assurance, puis le résultat peut être qu'on augmente la valeur de la limite de crédit. Comme, par exemple, si on spécifie qu'on veut augmenter notre limite de crédit de 30% du fait qu'il y a une assurance, je vais voir le résultat de ma limite qui va augmenter. Puis, également, l'autre information qui est utile, c'est la date d'expiration de la limite de crédit. Alors, ce que ça fait concrètement, lorsque je mets en place une date d'expiration de ma limite de crédit, le système peut déclencher un workflow automatisé pour réévaluer le crédit de ce client. Dans la section risque, on a la possibilité de définir qu'est-ce qui constitue les risques pour ce client-ci. Donc, en plus de avoir notre information sur notre année de création d'entreprise, puis combien de temps on fait affaire avec ce client-là. Dans la section de score de risque, on peut quantifier le risque global d'accorder un crédit à ce client-là. Et on peut voir que dans ce cas-ci, on a un niveau de risque qui est bas. Puis, change de client. Et voilà, j'ai un petit peu plus d'informations. On a la possibilité de visualiser les différents éléments qui rentrent en considération pour le calcul du score de risque. Ces différents éléments-là, on peut les mettre en place ou non. Entre autres choses, on considère le solde moyen, le nombre de jours moyen pour effectuer son paiement, son score Dun & Bradstreet. Puis, si on clique sur un de ces éléments-là, par exemple, si je vais sur mon nombre de jours en affaires, j'ai la possibilité de voir que si on a un client qui est moins de 5 années en affaires, on augmente notre score de risque de 10 points. Mais si on a un client qui a passé le 10 ans, à ce moment-là, il n'y a aucun impact sur son score de risque. Alors, la somme de tous ces scores-là nous donne 10 qui correspond à un niveau de risque qui est bas pour ce client. Donc, ça, c'est la façon de gérer le crédit au niveau individuel. On a également la possibilité de gérer le crédit à un niveau groupe. Donc, si on accède à notre menu groupe de crédit client, on a défini à cet endroit-ci que pour le groupe de clients Contoso, on a une limite de crédit de 1 million. Donc, ce que ça veut dire, c'est que même si la somme des limites de crédit individuelles de tous les clients est supérieure à 1 million, par exemple 1,5 million ou 2 millions,
le système va bloquer si notre limite du groupe est à 1 million. Alors, si on a une nouvelle commande pour un de ces clients-là, le système va évaluer d'abord notre limite de crédit au niveau du groupe, puis si ça passe, par la suite, il va évaluer notre niveau de crédit au niveau du client. Donc, une fois qu'on a défini nos limites de crédit, on doit déterminer nos règles de blocage qui déterminent à quel moment est-ce qu'on va mettre une commande en attente. Et pour ce faire, on accède dans nos paramètres de gestion de crédit, nos règles de blocage. On a la possibilité de déterminer à cet endroit-ci 7 différentes règles sur lesquelles une commande peut être bloquée. Alors, vous pouvez paramétrer que les commandes vont être bloquées sur une seule de ces règles-là ou sur la totalité. Par exemple, la première règle qu'on a établie, c'est le jour de retard. Alors, pour tous les clients, si on a une commande ou si on a une facture avec un solde impayé avec plus de 20 jours de retard, à ce moment-là, ça va bloquer les nouvelles commandes. Si on va à un niveau plus granulaire, si on a un client avec un risque de crédit low ou peu élevé, de la même façon, on va bloquer après 20 jours. Mais si on a un client avec un risque élevé, à ce moment-là, dès la première journée de retard, le système va va aller bloquer cette commande-là. Donc, les autres éléments qui sont paramétrés, qui peuvent faire en sorte que la commande va être bloquée, c'est le statut du client, si le client est en hold, les conditions de paiement, si le client est payable sur livraison ou comptant, si la limite de crédit est expirée, si on a un montant en retard, si on a une commande client qui est supérieure à un demi-million, puis si la limite de crédit a été utilisée. Donc, en plus de ça, on a également deux autres éléments qui peuvent s'ajouter, basés sur les conditions de paiement, puis les remises de règlement. Donc, une fois qu'on a établi cette information, la prochaine question, c'est de savoir à quel moment est-ce que nos commandes vont être bloquées. Alors, pour ce faire, on a la possibilité de déterminer quels sont, à quel moment puis à quelle fréquence on désire bloquer une commande. Par exemple, lorsqu'on effectue la confirmation de la commande, lorsqu'on imprime la liste de prélèvement, puis même lorsque on va aller valider le bon de livraison, c'est-à-dire que la marchandise se trouve sur le quai de chargement, puis est prête à sortir. En plus de ça, on a la possibilité d'établir des jours de grâce. Donc, une fois qu'on a les règles de mise en place, le blocage des commandes clients va s'effectuer de façon automatique. Puis, la prochaine étape, ça consiste à soit gérer manuellement la libération des commandes bloquées ou de mettre en place un workflow qui va automatiser les relâches de ces blocages-là. Alors, on va aller provoquer intentionnellement un blocage pour un client. Pour ce faire, on va créer une commande pour notre client Contoso Retail. De 600 000 $. Lorsqu'on confirme notre commande, le système nous informe que notre limite de crédit est dépassée et que notre commande est bloquée. On a la possibilité de
visualiser l'ensemble de nos commandes bloquées à partir d'un seul écran. Donc, si on va dans tous les suspensions de crédit, alors on peut voir que cette commande a été bloquée. Puis, si on désire voir pour quelle raison la commande a été bloquée, on peut interroger les motifs de blocage et le système nous renseigne que la commande est bloquée parce que la limite de crédit a expiré, parce que la commande est supérieure au montant minimum. Donc, on n'a pas, puis que le montant de crédit est expiré et la date de crédit est expirée. Alors, le blocage peut être effectué pour une ou plusieurs raisons. Puis, par la suite, on a la possibilité de rejeter ou autoriser les commandes qui ont été bloquées. Donc, si on résume ce qu'on a vu avec notre première nouvelle fonctionnalité qui est la gestion du crédit. Donc, on a vu qu'on a plus d'informations pour pouvoir contrôler la limite de crédit du client. On peut déterminer les règles de blocage. On peut mettre en place un automatisme pour relâcher les commandes une fois que le problème est résolu. Notre prochaine fonctionnalité est en fait un module complet qui a été introduit qui s'appelle gestion des actifs. Et avant de rentrer dans ce module-là, si on parle un petit peu des différents cas de maturité d'une entreprise dans le domaine de gestion des actifs, on passe du moins mature 1 au plus mature 5. Alors, le moins mature, c'est la maintenance réactive, c'est-à-dire qu'on va effectuer une maintenance lorsque, par exemple, notre moteur fait du bruit. On constate qu'il y a un problème. Le deuxième niveau, la maintenance préventive, on va réaliser notre maintenance basée sur un calendrier. Par exemple, on fait notre changement d'huile de la voiture à tous les 6 mois. Le troisième niveau, on va effectuer notre maintenance basée sur un kilométrage. Puis, si on remarque le troisième niveau, on est connecté. Alors, il y a des sensors qui vont être en lien avec, par exemple, si on a une flotte de camions, qui va envoyer de l'information au ERP pour informer le kilométrage. Et le niveau supérieur, 4, la maintenance préventive, non seulement le système va prendre en considération le kilométrage qui est envoyé en temps réel, mais également, il va regarder selon les tendances du passé à quel moment est-ce qu'une pièce devrait briser. Et finalement, le cinquième niveau, la maintenance cognitive, ça signifie que l'appareil va se réparer lui-même, puis on voit peut-être ce scénario-là sur un plancher de production où on a des machines modernes et coûteuses. Alors, la plupart des entreprises sont au stade 1 et 2. Les différentes fonctionnalités dans la gestion des actifs qui couvrent le cycle Acquire to Retire au complet, les fonctionnalités qui sont en grise étaient déjà dans Dynamics 365 Finance, qui était couvert par le module Gestion des immobilisations. Puis les fonctionnalités qui sont en bleu ont été ajoutées avec le nouveau module de gestion des actifs. Donc, on va faire un cycle de maintenance corrective puis maintenance préventive, mais juste auparavant, on va passer en revue les configurations minimum requises pour pouvoir utiliser ce module-là. Alors, dans ce cas-ci, on va travailler avec des espaces de travail plutôt que des modules. Donc, si on accepte notre espace de travail, gestion des demandes de maintenance,
Donc, la première configuration requise est de déterminer les emplacements dans lesquels nos actifs vont être stockés. Alors, dans notre exemple, on va travailler avec notre édifice A, édifice B. Puis ces deux édifices-là ont comme parent le campus Bellevue. Puis, par la suite, on détermine nos actifs. Alors, si on crée un nouvel actif, c'est notre air climatisé A3. Puis, on va dire que notre groupe d'actifs, c'est Air Conditioning Unit. On a la possibilité, si on le désire, de renseigner quel est le fabricant et quel est le modèle pour cet actif. Et on va créer un deuxième actif. Ça va être une autre unité de air conditionné. B3. On l'associe au même type d'actif. Alors, par la suite, on doit déterminer quel est l'emplacement pour ces nouveaux actifs qu'on a créés. Puis, pour ce faire, on clique sur notre lien Installer l'actif à l'emplacement. On va dire que notre premier actif se trouve sur le toit de notre building A. Puis notre deuxième actif se trouve sur notre building B. Alors, une autre façon de visualiser nos actifs, c'est avec notre vue par arborescence. Donc, dans ce cas-ci, si on accède à notre campus, on a la possibilité de voir nos deux édifices, puis à l'intérieur des deux édifices, quels sont les actifs qui sont associés. Si on est dans un contexte où on est une entreprise manufacturière, peut-être que ça va ressembler plus à la vue arborescente du bas, où on peut avoir une ligne de production. Puis sur notre ligne de production, on peut avoir plusieurs actifs qui sont associés. Donc ça, c'est notre paramétrisation qui doit être effectuée. Lorsque on a ça en place, on est prêt à aller de l'avant puis d'effectuer notre cycle. Alors, comme on l'a dit, notre premier cycle va être un cycle de maintenance corrective. Alors, ça débute avec la création d'une demande de maintenance, laquelle va être approuvée. Il y a un ordre de travail qui va être créé, planifié. Potentiellement, la matière pour faire la maintenance va être achetée si on l'a pas en stock. Le technicien va effectuer le travail, puis va saisir le temps requis pour faire le travail. Donc, ces différentes étapes-là peuvent être faites avec l'espace de travail mobile de gestion des actifs. Par exemple, avec ça, un technicien a la possibilité d'afficher toutes les tâches avec une vue calendrier ou avec une vue liste. Ceci étant dit, on va faire le cycle avec le client Dynamics 365, non pas avec l'espace de travail mobile. Alors, si on accède à notre espace de travail de gestion des demandes de maintenance, puis on est dans un contexte de maintenance réactive, alors potentiellement, on se rend compte que notre unité d'air climatisé ne fonctionne pas parce que notre building est très chaud depuis quelques jours. Donc, suite à ça, on va aller créer une demande de maintenance. Puis, on peut entrer notre description. À quel endroit? Puis, pour quel actif?
lorsque notre demande de maintenance est créée, il va apparaître dans notre liste demande de maintenance sans ordre de travail. Donc, si on réfléchit notre écran, on voit notre air climatisé qui ne fonctionne pas. Puis, à ce moment-là, le chef de service de l'entretien peut regarder ces différentes demandes de maintenance-là selon la priorité ou le niveau de service, déterminer lequel il va donner son attention d'abord, puis lorsque il désire d'exécuter, on met à jour notre état, puis on va aller le mettre en cours. Et suite à ça, on peut créer un ordre de travail associé à cette maintenance-là. Donc, on va dire que on va créer notre ordre de travail de type inspection. On accède à l'ordre de travail. La prochaine étape serait d'assigner une ressource pour effectuer ce travail-là. Cette assignation-là peut être faite de façon manuelle ou par automatisme. Donc, on va effectuer une assignation manuelle, puis par la suite, on va voir comment le système peut nous aider à faire une assignation automatique. Alors, avec l'assignation manuelle, je détermine moi-même quel est le technicien qui va s'occuper de cette ordre de travail-là. J'ai également la possibilité de dire à quel moment est-ce qu'il va le faire. Une fois mon assignation de technicien faite, le système me dit voici quel est le technicien qui va travailler là-dessus et à quel moment, donc, il va pouvoir voir dans son application mobile que cette tâche-là lui a été appliquée, le moment, puis à quel endroit il doit se rendre pour pouvoir l'effectuer. Donc, lorsque cette assignation-là a été faite, le système met à jour notre ordre de travail à un statut planifié. Puis, une autre façon qu'on peut visualiser ça, c'est changer d'espace de travail pour ma gestion des heures de travail. À cet endroit-ci, je peux avoir une visualisation par graphique de Gann, puis étant donné que c'était juste une heure, on va changer notre visualisation en heure plutôt qu'en jour. Le système nous dit, ben voici ce qui doit être fait aujourd'hui. Quelles sont nos différentes heures de travail qui ont été créées pour quelle unité, puis qui est la personne qui va s'en. Donc, on est rendu à notre technicien, Ted, va effectuer le travail d'inspection. Lorsqu'il commence à faire sa tâche, il a la possibilité de changer le statut pour dire qu'il est en cours, puis le temps à laquelle la tâche ou l'heure à laquelle la tâche d'inspection a débuté est enregistrée de façon automatique. Donc, peut-être sur place, il va se rendre compte que le moteur est brisé, le moteur des ventilateurs est brisé, puis il doit être remplacé. Donc, si c'est le cas, il a la possibilité de sélectionner, de créer plutôt une autre ligne à notre ordre de travail dans laquelle il va aller documenter la réparation à effectuer avec la description. Et il y a la possibilité de rentrer le temps consacré à cette tâche d'inspection. Une heure. Puis, si, comme dans ce cas-ci, il y a des articles qui doivent être commandés, par exemple, dans notre exemple, on disait qu'on avait besoin d'un moteur. Je sélectionne l'article à commander, puis le système d'approvisionnement va prendre cette demande en considération pour effectuer une recommandation d'achat.
Alors, la première portion, l'inspection est complétée. La portion réparation doit être effectuée également. Alors, pour ce faire, on va utiliser notre autre façon d'affecter une ressource puis de planifier. Avec notre bouton planifier, plutôt que d'affecter une ressource spécifique, on a la possibilité de spécifier un groupe de ressources. Alors, on peut dire qu'on a un groupe de ressources qui est, je ne sais pas, électricien ou mécanicien, par exemple. On dit au système, bien, prends n'importe qui à l'intérieur de ce groupe-là, durant cette, puis affiche-moi la plage de date pour les prochains jours avec la disponibilité. Donc, le système me dit, j'ai une disponibilité de aujourd'hui, 8 heures par jour, demain, etc. Je vais aller booker 8 heures, puis le système va aller automatiquement sélectionner quelle est la ressource à l'intérieur de ce groupe-là qui est disponible. Alors, dans ce cas-ci, c'est Bill qui a été affecté pour pouvoir faire le travail. Puis, lorsque Bill va faire son travail de la même façon, il va pouvoir aller enregistrer son temps, enregistrer quelles sont les composantes qui ont été consommées. Puis, lorsque le tout est complété, on a la possibilité de modifier le statut de l'ordre de travail pour le mettre. Alors, ça, c'est notre cycle pour la maintenance corrective. La maintenance préventive est un peu différent. À ce moment-là, on va, plutôt que de créer une demande de maintenance, mettre en place des conditions de temps ou des conditions de compteur sur lesquelles la maintenance doit être effectuée. Le système va aller me créer soit un ordre de travail ou soit un programme de maintenance. À partir du programme de maintenance, je vais avoir la possibilité de créer un ordre de travail. Si on regarde dans l'application, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, dans ce cas-ci, on va accéder à notre plan de maintenance. Puis, à l'intérieur du plan de maintenance, on a la possibilité de dire, bien, ces unités d'air climatisé, on veut effectuer une maintenance préventive à tous les trimestres, par exemple. Donc, pour ce faire, on va créer un groupe de maintenance pour notre campus Bellevue. On va appeler maintenance préventive 3. On peut donner un nom plus long et plus significatif si on désire. La date à laquelle la première maintenance doit débuter, en janvier de la prochaine année. Puis, on va établir un nombre de jours de tolérance de 30, ce qui signifie que s'il existe déjà un autre ordre de maintenance préventive à 30 jours avant ou 30 jours après, le système ne va pas créer de recommandation de. Par la suite, on a la possibilité de dire soit ajouter une ligne de temps ou ajouter une ligne de compteur. La différence entre les deux, une ligne de temps, je vais dire que la maintenance doit être effectuée à tous les 3 mois, par exemple. Une ligne de compteur, je vais dire à toutes les, dans un contexte de moteur puis de changement d'huile encore, à toutes les 10 000 km. Le type de maintenance qui doit être faite, c'est une inspection, puis la fréquence. À tous les semestres. Le auto-créer signifie que est-ce que j'autorise le système à créer automatiquement des heures de travail ou je veux seulement avoir une recommandation ou un programme de maintenance à partir duquel je vais créer des heures de travail. Puis, pour terminer, on
va déterminer quels sont mes actifs. Alors, on aurait la possibilité de dire, ben, ou un type d'actif qui serait toutes mes aires conditionnées, ou, pour des raisons de simplicité, on va aller sélectionner seulement les actifs qui nous intéressent. Ces deux-ci. On active notre programme de maintenance, puis on va passer à la prochaine étape qui consiste à planifier le plan de maintenance. Alors, lorsqu'on planifie le plan de maintenance, on détermine quel est le plan ou pour quels actifs on veut effectuer notre planification. On va sélectionner notre plan de maintenance qu'on a créé tout à l'heure et on veut créer ce plan de maintenance-là pour la prochaine année. Le résultat va se retrouver dans nos lignes de programme de maintenance. On filtre seulement sur nos unités d'air climatisé, puis plus spécifiquement sur nos unités qu'on a créées avec le B3 et A3. On peut voir que le système nous a créé une recommandation de maintenance le 1er du 4, le 1er du 7, le 1er du 10. Donc, si on désire aller de l'avant, créer notre ordre de maintenance, on sélectionne nos lignes de programme de maintenance, puis on clique sur ordre de travail. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut créer un ordre de travail par ligne qui est dans cet écran ou je veux regrouper plusieurs lignes de programme de maintenance dans un seul de travail, un seul ordre de travail. On va informer le système. On veut effectuer un regroupement. Et ce regroupement-là va être fait sur une base de type d'actifs. Alors, toutes les aires climatisées vont se retrouver dans un seul ordre de travail. L'autre chose intéressante que je peux faire à partir de cet écran-ci, l'ajustement de calendrier signifie si par exemple le 1er juillet, même si le système me recommande de faire ma maintenance, je ne peux pas parce que c'est une période plus occupée dans l'année. On peut déplacer, on désire déplacer 7 jours plus tard. Puis le résultat, les deux recommandations de maintenance sont déplacées dans le temps. L'autre façon avec laquelle on peut initier nos maintenances préventives, c'est l'utilisation de la notion de visite de maintenance. Donc, avec ce concept-là, on a la possibilité de dire si on a plusieurs locations, on ne veut pas que notre technicien se promène continuellement d'une location à l'autre, mais qu'on va envoyer un technicien dans, par exemple, un entrepôt, qui va prendre en charge toutes les machines similaires de cet entrepôt-là. Puis une autre semaine, ça va être un autre entrepôt. Donc, à cet endroit-ci, on dit que à partir du 1er janvier 2021, on veut faire notre maintenance trimestrielle pour tous les éléments qui se trouvent sur le campus. Donc, ça termine la présentation pour la maintenance préventive. Puis, on se rend compte qu'il nous reste suffisamment de temps pour passer à notre dernier sujet, qui était peut-être, on a assez de temps, notre optionnel, espace de travail de clôture de période financière. Dans un contexte de fin de période financière, concrètement, le département de comptabilité a plusieurs étapes à faire pour pouvoir
pouvoir fermer la période, puis potentiellement plusieurs intervenants. Lorsqu'un intervenant a complété sa portion, il va peut-être communiquer par courriel à un autre intervenant. Les instructions de travail vont être dans documents Word ou autres. Donc, le but de cet espace de travail-là est de faciliter le processus de fermeture d'une période financière en donnant la possibilité de définir quelles sont les différentes tâches à effectuer, les planifier, puis les communiquer. Donc, le résultat, c'est une réduction du nombre de jours pour fermer notre période. Donc, à partir de l'Amix 365, on a notre espace clôture de période financière. À cet endroit-ci, on peut sélectionner la période qu'on désire clôturer. Puis, on a une vue de nos différentes tâches qui s'offrent à nous par société, par compagnie, par module, par personne ou la totalité des tâches. Donc, si je suis préposé au compte à recevoir, peut-être je vais voir seulement les tâches de compte à recevoir, puis également la possibilité de dire, bien, je veux le voir pour une compagnie spécifique, la compagnie USNF. Le système me dit qu'il nous reste 7 tâches sur 9 à effectuer. On va compléter 22,22% de nos tâches. Et dans notre écran de liste à droite, on voit quelles sont les tâches qui sont restantes. Si je veux voir les tâches qui ont déjà été terminées, j'ai la possibilité de cliquer, afficher les tâches terminées, puis je vois mes 2 tâches précédentes. Donc, la prochaine étape, dans ce cas-ci, c'est d'imprimer un Customer Aging. Puis la beauté avec cet écran-ci, c'est que ce n'est pas seulement une liste de choses à faire, mais c'est également un hyperlien qui va amener l'utilisateur vers l'écran où cette tâche-là doit être accomplie. Alors, si je clique sur ma tâche, le système va m'afficher mon écran pour l'impression de la ventilation chronologique des clients automatiquement. Puis également, si je veux documenter quels sont les champs que je dois remplir et quelle valeur je dois mettre, on a la possibilité de le faire avec la notion de document joint, qui va faire en sorte que non seulement les usagers vont avoir une liste de tâches à faire, mais une instruction de travail qui va montrer comment effectuer cette tâche-là. Alors, lorsque on a complété la tâche, en ce cas-ci qui était associée à Ernie, on a la possibilité de cocher notre tâche, elle disparaît de notre tableau, puis également, le système va aller enregistrer la date et l'heure à laquelle cette tâche-là a été complétée. Donc, pour que ça arrive à ce tableau-là, qui doit être fait au préalable, on a fait notre conduite automobile, maintenant on va lever le capot pour on va regarder en dessous du capot. Et la paramétrisation suivante, dans un premier temps, on doit déterminer quels sont nos différents rôles de clôture. Alors, dans l'organisation, on dit quels sont les postes typiques des gens qui vont effectuer cette fermeture de fin de mois. On peut reprendre les rôles standards de Dynamics 365. Par la suite, on détermine quelles sont les ressources ou les individus. On associe les individus ou les employés au rôle. Par exemple, on voit que Ernie est associé au rôle Account Receivable Invoicing Clerk, puis Account Receivable Payment Clerk. Puis, dans notre zone de tâches, on va déterminer quels sont nos regroupements qui correspondent à nos modules, notre calendrier de travail et finalement, dans Modèle,
C'est à cet endroit-ci qu'on va déterminer, par exemple, pour notre période month-end, voici la liste des tâches qui doivent être faites et l'ordre dans lequel ces tâches-là doivent être faites. Par exemple, dans le module comptabilité client, on a notre première tâche qui est de compléter la facturation, qui doit être faite avec une échéance de 0 jours à la date de fin de mois. Ça signifie que si on a un mois de 30 jours, bien, ça doit être fait le 30 avant 5 heures. Puis notre prochaine étape, qui est compléter nos encaissements, à ce moment-là, peut être fait le premier du mois suivant avant 10h30. Puis, également, on a la possibilité de déterminer quelle est la dépendance d'une tâche par rapport à l'autre. Par exemple, avant de fermer notre période financière pour le module de comptabilité client, mais toutes les tâches précédentes doivent être effectuées. Donc, on a la possibilité de faire ça. Donc, ça complique le dernier aspect ou la dernière perle, qui est l'espace de travail de clôture de la période financière, qui fait en sorte que le bénéfice pour une entreprise, le nombre de jours pour fermer un mois, fermer une période, va être réduit. Alors, Éric ou Chantal, je vous redonne la parole. Je vais me démuter, ça va être mieux. Merci Daniel, très bonne présentation et des explications aussi sur les nouveautés qui existent dans D365. Alors j'espère aussi que tout le monde a très apprécié. Maintenant, on va aller voir si on a reçu des questions et c'est le temps là, que je vous réinvite si jamais vous avez des questions à nous poser via l'application GoToMeeting de nous envoyer. On va vous laisser quelques secondes. Pour l'instant, je n'en vois pas d'affiché, fait que je vais vous laisser un petit peu de temps si jamais il y a des gens qui ont des questions. Toujours aucune question. Alors, j'imagine que la présentation était claire. En tout cas, c'était très intéressant de voir toutes ces nouvelles fonctionnalités-là qui existent. Alors, donc, vu qu'il n'y a pas de questions, c'est maintenant le temps pardon, de clore le webinaire en espérant que vous avez apprécié cette présentation. Vous recevrez prochainement un courriel avec quelques liens dedans. Le premier lien, ça sera une copie de l'enregistrement. Dès qu'elle sera disponible, vous allez recevoir ce courriel-là. Il va aussi avoir un petit lien vers un sondage auquel on aimerait bien que vous répondiez. Ça nous aide dans notre amélioration à savoir qu'est-ce qu'on doit présenter, qu'est-ce que vous aimez voir, etc. pour les futurs événements comme celui-ci. Le sondage, si je ne me trompe pas aussi, s'affiche là dès qu'on va terminer la session. Donc, dans les deux cas, là, vous allez avoir deux possibilités de le remplir. Donc, au nom de tout le personnel d'Inmind Technologies, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps pour assister à notre webinaire. Surtout, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez besoin de plus d'infos ou d'infos supplémentaires, à l'adresse qui est à l'écran, coordination@inmindtechnology.com, ou si vous avez nos adresses personnelles parce qu'on a déjà fait affaire ensemble, vous pouvez aussi nous envoyer des courriels directement à nous. Alors, encore une fois, merci à tous et bonne fin de journée.